Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Alors aujourd'hui, on va poursuivre l'histoire de la vie et du poète national d'Israël, qui est Chaim Nachman Bialik, dont le nom est connu par les Français, mais qui ne savent peut-être pas forcément qui il est, et qui, par contre, s'ils ont des enfants, connaissent absolument par cœur peut-être ses ritournelles, ses comptines pour enfants. Bialik est enseigné dans toutes les écoles d'Israël. Et alors, on va écouter tout de suite. Alors, c'est pas El Hatipor, ce qu'on a entendu hier, c'est Ken Hatipor. C'est une comptine pour enfants extrêmement célèbre. On écoute. Ken Hatipor בין העצים ובקן לה שלוש ביצים ובכל ביצה הסכם תאיר ישן לא אפרוח זעיר. Alors, nous avons quitté hier Bialik en 1892, année de la publication de El Hatipor, et qui est déjà membre de l'Académie des écrivains juifs d'Odessa alors qu'il n'a que 19 ans. Pour gagner sa vie, il donne des cours privés d'hébreu, mais un an plus tard, la vie ne s'arrange pas pour lui. Il est frappé par 2 drames familiaux successifs. Son frère aîné et son grand-père meurent. Bialik est assailli par le mal, il sombre dans la mélancolie et la solitude. Il écrit beaucoup à cette période. Des poèmes qui décrivent sa terrible angoisse personnelle, mais aussi et surtout celle du juif vivant en diaspora, qui n'a ni espoir ni avenir. C'est le thème qui poursuit Bialik toute sa vie, ce juif errant. En 1893, il va épouser Mania Verbourg, qui est un mariage arrangé, dont aucun enfant ne naîtra. Durant les 3 premières années de ce mariage, il va travailler avec son beau-père dans le commerce du bois de construction. Il va s'installer à côté de Kiev, mais il n'est ni un commerçant ni un homme d'affaires. C'est un artiste Bialik et il est malheureux. Il va décider donc de retourner vivre à Odessa pour y réenseigner l'hébreu. Alors cette ville et son fief littéraire, c'est un lieu d'inspiration inépuisable. Et encouragé par ses collègues, il va fonder avec Ravnitsky une petite maison d'édition qui s'appelle Moria. Ensemble, les 2 hommes vont publier des livres scolaires essentiellement en hébreu. Et en 1901, Bialik va publier son premier ouvrage de poèmes, ouvrage qui est accueilli par un énorme succès. On rappelle que ce sont les premières œuvres modernes publiées en hébreu. Donc Bialik est désormais sacré poète de la Renaissance nationale juive. Alors au début d'avril 1903, comme souvent dans l'histoire juive, les choses se corsent. Les communautés juives d'Europe sont bouleversées par les premiers pogroms à Kishinev. Et ce programme qui va être aussi le premier photographié et couvert par la presse. Alors dans la capitale paisible de Moldavie, où vivaient plus de 50 000 juifs, une cinquantaine d'entre eux sont massacrés, des centaines d'autres sont grièvement blessés, et plusieurs rescapés arrivent à Odessa et racontent à Bialik leur récit épouvantable. Bialik, qui était un spectateur plus qu'engagé, va partir à Kishinev pour voir de ses propres yeux le lieu du pogrom et écouter les témoignages. Il va en tirer un célèbre poème qui s'appelle « La ville du massacre », où il décrit la douleur, la mort inutile et toute la détresse de l'existence des Juifs. Je le cite, « Des histoires horribles de quoi ronger notre âme et nos cerveaux pendant toute une vie ». Et à ses amis qui l'interrogent « Pourquoi ce massacre ? Pourquoi les victimes sont-elles toujours juives ?» Bialik ne peut apporter de réponse. Il dira que rien au monde ne pourra jamais expliquer la barbarie humaine. Il décrit avec pessimisme l'horreur et l'impuissance du désespoir. On écoute en français un extrait de La ville du massacre. Dont le fer dans l'acier, glacé, dur et muet, forge un cœur et qu'il soit le tien, homme, et viens dans la ville du massacre. Il te faut voir avec tes yeux, éprouver de tes propres mains sur les grillages, les pics et les portes et les murs. Alors je cite 2 phrases de La ville du massacre extrêmement fortes. « Vois-tu, le peuple est déraciné comme cette herbe. Hélas, un déraciné n'a aucun privilège. Il n'a pas le droit d'espérer. » Par ces paroles, Bialik donne avec force une expression nouvelle à la détresse du peuple juif en diaspora. Un peuple errant, désorienté, démuni et sans patrie. Une nation en perdition qui cherche en vain un leadership politique, un sauveur et un havre de paix. Ce poème sera traduit en russe par Jabotinsky et va avoir un grand retentissement comme toutes les œuvres précédentes de Bialik. En 1909, il vient pour la première fois sur la terre d'Israël en Palestine
Et je le cite, « Même la poussière se transformera, elle deviendra vivace sous vos pieds nus et sacrée. Il devient profondément, profondément sioniste Bialik. » En 1924, il va décider de s'installer définitivement à Tel Aviv. Alors, le choix de cette ville n'est pas fortuit. À l'opposé de Jérusalem, de Jérusalem, qui est une ville sainte, tournée vers le passé, Tel Aviv est déjà le théâtre d'une vie intellectuelle et artistique impressionnante et résolument moderne. Là-bas, Bialik va publier une nouvelle édition sur les grands poètes de l'âge d'or séfarade, dont Shlomo Even Gvirol et Avraham Even Ezra. Il va traduire aussi de grands classiques comme Guillaume Tell de Schiller, Don Quichotte, et il va publier des légendes populaires sur les grands rois d'Israël, David et Salomon. Donc il va vraiment s'imposer comme le poète national en 1933, à l'occasion du 60e anniversaire. De son 60e anniversaire, une nouvelle édition de tous ses écrits est publiée, dont un recueil de chants en vers et des histoires populaires pour enfants. En juillet 1934, Bialik tombe gravement malade. Il est hospitalisé en urgence dans un hôpital de Vienne et il mourra 48 heures plus tard suite d'une complication chirurgicale. Mais l'héritage du poète national demeurera à jamais monumental. Je vous remercie.